physiquement, c'est tellement fort. Enfin, je sais pas si c'est trop bizarre. T'es devant, peu importe 52 000 personnes, on s'en fiche, en train de parler de tes songes les plus profonds avec une lumière qui t'aveugle. Enfin, c'est très étrange comme position, tu vois. Il y a le syndrome de l'imposteur qui vient, Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête et il y a une énorme décharge de sérotonine et de vie et de « Waouh, putain, je suis là, tu vois ». C'était le bonheur. J'avais qu'une envie, c'était que ça recommence le lendemain. Pour sa 7e rencontre, Escarbi rencontre l'univers de l'envoûtante Blue Catrice. Musicienne, compositrice et chanteuse, l'écoute de ses compositions vous emmène dans un voyage singulier qui vous emporte d'une émotion à une autre. Une sorte de quête un peu mystique où l'on effleure une certaine fragilité tout en côtoyant une grande puissance. Dans un univers musical ayant ses propres codes, mêlant notes électro et accords classiques. Préparez-vous à plonger dans une immensité de bleu, dans un océan complexe d'émotions humaines. Bonjour Blue. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de toi ? Est-ce que la musique a toujours fait partie de tes centres d'intérêt ? D'intérêt, pas forcément, mais de ma vie en tout cas, oui. Je suis fille de professeur de piano. Donc il y a toujours eu pas mal de musique à la maison. Et c'était pas vraiment un intérêt au début. C'était quelque chose que je devais faire. J'ai fait du violoncelle pendant 10 ans et j'y allais vraiment à reculons. J'avais pas encore compris que c'était une des plus belles choses du monde que de pouvoir jouer d'un instrument et de s'exprimer par ce biais-là. Ça a commencé comme ça, avec une formation au conservatoire en classique. Ok, violoncelle du coup. Violoncelle, ouais. Ok. Et est-ce que, justement, j'avais demandé un petit peu comment tu avais fait tes premiers pas dans ce milieu et du coup si tu avais suivi des formations. Donc de base, tu as suivi une formation vraiment dans une école de musique, violoncelle, avec solfège, ouais, c'est tout ce qui va avec. Et est-ce que du coup tu t'es cantonnée qu'au violoncelle, ce qui est déjà pas mal, ou est-ce que tu as voulu un peu toucher à d'autres choses Au début, t'arrives là-bas et t'as le droit de choisir, d'essayer avant de choisir des choses. Je sais pas pourquoi mon regard s'est dirigé vers le corps. Ok. C'est vrai que c'est un instrument... très médiéval, très étrange. Ouais, et peu répandu peut-être. Enfin, ouais, je sais dans pas. l'imaginaire en tout cas, c'est pas le premier truc auquel tu penses. Non, pas du tout. Et en fait, je sais pas, j'avais essayé ça et ça m'a pas plu. Et après, je sais plus tellement comment ça s'est fait. J'ai dû essayer le violoncelle et il y avait quelque chose de très beau dans la position que t'as en tant qu'humain qui encercle un bout de bois et qui le fait vibrer. Enfin, c'était super émouvant, je me souviens. Quand même. J'en ai fait 10 ans, comme je te disais. Ok. Et j'ai rien fait d'autre en fait. Enfin, artistiquement ou musicalement, c'était que ça. Et du coup, dans un premier temps, ta pratique, tu étais vraiment focus sur le violoncelle et tu jouais, mais je veux dire, tu ne pensais pas déjà à écrire des chansons ou tu pensais pas à des potentielles compositions, ou c'était vraiment ta pratique un peu scolaire, entre guillemets, du violoncelle. Ouais, c'est ça. C'était super scolaire et c'était même pas vraiment une pratique parce que je travaillais vraiment jamais. Ok. J'étais très mauvaise élève à l'école comme au conservatoire finalement. Et c'était pas vraiment une pratique, c'était quelque chose que mon père musicien voulait que je fasse. Mais moi, je comprenais pas du tout cet intérêt-là. Et quand est-ce que tu l'as eu, du coup, cet intérêt ? Quand est-ce que ça s'est réveillé un petit peu en toi et quand est-ce que des années après où j'ai vraiment remercié du coup toute cette ouverture à ça, à la musique classique, parce que c'est quand même un vaste monde qui t'apprend énormément de choses en fait, et qui t'ouvre à énormément de notes, énormément de couleurs, tout ce que tu veux. Là où avant je trouvais ça complètement insensé et loin de moi et je comprenais pas du tout la poésie derrière. Je sais pas, à 19 ans, donc j'avais arrêté à 15 ans, donc la première fois, en fait, je me suis rendu compte que la musique classique et la musique actuelle, il y avait ce mot musique
qui les liait ensemble. Mhm. Et ça m'a intéressée à partir de ce moment-là. Tu t'es dit qu'il y avait un pont possible entre les deux. Et Ouais, ce qui en soi est très logique, mais il a fallu que je grandisse, je crois, tout simplement. Ok. Et du coup, quand est-ce que t'as eu... Quand tu as eu un peu ce déclic de mélanger, de créer cette passerelle entre les deux, comment ça s'est un peu passé quand est-ce que tu t'es dit, je pourrais peut-être commencer à chanter sur cette musique, je pourrais peut-être commencer à composer mes propres rythmes. Tu sais comment ça s'est passé un peu cette bascule du coup de ton apprentissage en école de musique à ta pratique plus personnelle de la musique, du violoncelle, du chant. Je sais pas, ça s'est passé comme ça devait se passer, il n'y a pas eu de planning. Mais j'étais avec quelqu'un qui est d'ailleurs peut-être encore beatmaker. Et venant du classique et d'un truc où en fait si tu n'as pas une technique dans tes mains ou dans ta bouche ou tout ce que tu veux, tu ne peux pas faire de musique. Moi ça m'a impressionné de voir ça et je passais des heures à regarder au-dessus de son épaule. Et en fait, j'ai appris en regardant au-dessus de son épaule. Et après, j'ai commencé à avoir une version d'essai d'Ableton. Donc en fait, t'as 16 pistes maximum. Tu fais pas grand-chose avec ça. Okay. Et de la contrainte de ces 16 pistes et de cette version d'essai est née une envie d'aller plus loin et de commencer à créer des trucs, mais sans aucune volonté de un jour monter sur scène, un jour faire des compositions, des C'était vraiment les prémices. Ouais, j'étais juste un peu curieuse, comme j'avais essayé de coudre peut-être un peu avant, tu sais, juste essayer des nouvelles choses. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu vraiment, tu sais, quand t'as commencé à être un peu curieuse et à faire toutes ces passerelles, qu'est-ce qui t'a plu, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, en fait, ça, je le teste, je l'expérimente, mais peut-être qu'en fait, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin dans cette expérimentation et peut-être vraiment créer des choses. Tu sais, est-ce que tu as eu un moment un petit peu déclic où tu t'es dit, peut-être que ça, en fin de compte, ça peut devenir une passion, ça peut devenir un métier, tu vois ? Pas un métier, mais en fait, c'est devenu important à un moment où tout m'ennuyait énormément. Et c'était... on parle de la fin de l'adolescence, tu vois. Tout m'ennuyait énormément et je trouvais pas ma place en tant que personne qui pourrait produire quelque chose. Être présent dans une entreprise, faire ce job, être dans cet asso. Il y avait plein de choses qui étaient jolies, mais qui me touchaient pas du tout, en fait. Et je m'ennuyais beaucoup. Et quand j'ai commencé à ouvrir l'ordinateur et à faire de la musique, j'ai senti dans mon corps quelque chose de très nouveau, et dans ma tête et dans mon cœur, tout ce que tu veux, que j'étais intéressée et focus, et que je pourrais passer 14 heures par jour là-dessus, s'il le fallait. Donc est-ce que c'est ça qu'on appelle une passion ? Peut-être. Mais là, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Je connaissais pas cet intérêt vraiment dévorant pour une activité. Ouais, le fait de ne pas être lassé ou de toujours avoir envie de continuer, peut-être de faire plus aussi. Tout à fait, ouais. Et du coup, est-ce que, là on voit un petit peu du coup les prémices musicaux, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de la genèse de Blue Catrice ? Comment, du coup, avec toutes ces expérimentations, tu as décidé de les rassembler dans ce nom de scène qui est Blue Catrice ? Comment est né un petit peu ce projet, ce nom de scène ? Moi j'ai adoré le confinement parce que c'est né pendant le confinement. C'est un peu border de dire ça, mais ça a été vraiment la période où j'ai eu assez de temps pour me dire ok, face à tout cet ennui, face au fait de chercher sa place dans la société, tu vois, je vais où en fait, je fais quoi ? Maintenant j'ai le temps. Je pense que ça a été très anxiogène pour plein de gens et très salvateur pour d'autres. J'ai dû me poser cette question de un peu drama queen, mais si jamais on meurt vraiment, parce que tu vois les médias ils étaient super alarmistes et tout, si on meurt, imaginons, petit challenge mental, dans 3 ans on meurt, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Super drama queen, mais vraiment c'était important. Et je me suis dit que c'était ça. Alors on est en 2021, il y a un débarras dans le jardin de ma mère au fond, un truc habité par des toiles d'araignée
des vieux meubles. Laissé à l'abandon un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a tellement de temps que je me dis, si j'ai envie de me créer un home studio avec des énormes guillemets, je peux le faire. Et c'est un pote d'ici, de Roubaix, qui m'a aidé à construire, à mettre du placo et à mettre l'électricité là-bas. Ok. Et ça a commencé comme ça, en fait. Je travaillais dans un bar à l'époque, je me suis acheté mon premier ordi, et voilà, j'ai fait ça. Je me levais vraiment comme pour aller au travail. Je me sentais tellement heureuse d'avoir, tu sais, ce truc de rythme. En fait, là, c'est comme si je vais au travail, et si j'y crois assez, peut-être qu'un jour, ce sera mon travail. Et je me mettais une discipline que j'avais jamais eue avant. 8h. Ah oui. Tous les jours, ouais. Puis quand même grande plage horaire. Ouais, il y avait que ça à faire, tu vois. Et du coup, c'est là où tu as commencé à composer tes premières chansons, à écrire tes premiers textes. C'est à cette période-là ? Ouais, c'est là. Okay. C'était très long. Enfin, c'était le début, tu vois. Je pense que sur le pays, il y en a peut-être une ou deux. Mais ouais, c'était là. Et c'était des journées, comme je te disais, entières à rentrer en pleurant et à dire, en fait, mais je suis pas une artiste, j'ai rien fait aujourd'hui. J'étais en train d'apprendre que la créativité, c'est pas au rendez-vous à 8h quand toi t'as décidé, tu vois. Mais c'est là que ça a commencé, ouais. Ok, donc ouais, c'est tes premiers... Enfin, les premiers pas. Tes premiers pas, ouais, c'est vrai que c'est un contexte du coup très particulier. Et je comprends un peu ta posture sur oui, c'était ce confinement, parce que je trouve que c'est quand même un moment où du coup on est tous un peu rentrés en introspection, peut-être avec nous-mêmes et avec nos désirs les plus profonds. Et comme tu dis, il y a fait cette question à la fois d'ennui, à la fois un peu alarmiste de ce qu'on voyait et tout. Et c'est vrai que du coup, c'est dans un sens, c'est quand même cool que ça ait pu donner naissance à des projets comme ça, où peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, qui sait, tu ne te serais jamais lancé aussi à fond, quoi. Ouais. Donc, il en dégage quand même des choses positives de ce confinement. Oui. Et si tu es d'accord, du coup, je propose qu'on écoute un petit extrait peut-être de Shade of My Blue, qui est un des morceaux qui est présent sur ton EP Inner Shelter, dont on parlera juste après. Your gaze is a mess, my heart is a claw. Epidermis gets porous, stick it all raw. It all comes to me as an earthquake. What you hide is clear from my vintage. Program tickets slapped by your secrets. I don't need no words, I just fit in. Watch out, don't mess with the system. My code is a crack, we get light in. Shade of my blue. When I venture in you. Shade of my blue. When I venture in you. Special secrets for food. Acting reckless on the bar. I remember the sound you made in me all along. What if I found that you dive in shallow water someday? What if I found that I really don't want you to stay? Oh, I think I want it all. Oh, I think I want it all. Shade of my blue. When I venture in. Shade of my blue, yeah. Oh, and I venture in you, yeah. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de création ? Est-ce que du coup tu écris et tu composes l'intégralité de tous tes morceaux ? Et comment ça se passe un petit peu écrire une chanson et produire un morceau chez Blue Catrice ? Donc oui, je crée tout seul pour le moment. Là, je commence à me sentir prête d'aller toquer chez les autres, notamment pour avoir d'autres instruments sur
les prochains morceaux. Mais Inner Shelter, c'est tout moi, toute seule. C'est un projet très intime. Et en termes de processus, il n'y a pas vraiment eu... En fait, il n'y a pas de ligne directrice. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur... tu vois, j'allais dans le KGB studio à 8h. Et le soir, je sortais, il n'y avait rien qui était sorti de moi. Et je me disais... putain, mais je fais pas bien, tu vois. Il y a pas vraiment... J'ai cru qu'il y avait un peu comme ce qu'on nous apprend en général. D'abord A, et puis B, et puis C. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça pour... la création et l'inspiration. Donc en fait, je dirais que juste le processus, c'est de s'asseoir des jours et des jours et des jours et des jours d'affilée. Et un jour, peut-être, le 5e ou le 153e jour, quelque chose sortira et tu sauras qu'il faut continuer à travailler là-dessus. Parce que tu vas être fier ou parce que tu vas avoir une idée qui te plaît. C'est un monologue en fait quand tu travailles seul. C'est est-ce que tu sens que ça te parle ou est-ce que tu sens qu'en vrai... Et puis il y a forcément des ratés, des choses que tu commences et où tu te dis... Ah mais des centaines et des centaines. J'avais fait cet exercice, je sais plus quand, je crois, pour faire relativiser une amie à moi qui me disait j'arrive pas et tout. Je lui avais montré le nombre, je pense que j'ai 700 sessions à Ableton pour 5 morceaux qui sont sortis sur un EP, tu vois. Et du coup, t'as tout ce chemin de réflexion, de qu'est-ce que j'ai envie d'exploiter ou non. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment... Là, avec... Enfin, l'expérience, c'est pas de l'expérience, c'est juste tu commences à te connaître toi dans ce truc qu'on ne te pousse pas forcément à développer dans d'autres métiers. Mais, peut-être le recul aussi. Ouais, laisser poser. Laisser germer les trucs. Et après, c'est très physique, je sais pas. Maintenant, je sais un peu quand je dois abandonner quelque chose. Tu le ressens plus facilement qu'avant. Et est-ce que du coup, tu as des thématiques récurrentes, ou non d'ailleurs, que tu aimes aborder dans tes chansons ? Quand tu écris tes textes, qu'est-ce que tu as envie de faire germer, justement ? Bah rien. J'ai envie de rien, mais... Il y a des choses qui germent toutes seules. Ouais, c'est ça. C'est que les choses qui me traversent et qui sortent pas, elles vont finir dans une chanson qui sortira ou pas. Mais c'est comme pour beaucoup, je crois, c'est très cathartique comme processus, tu vois. C'est les trucs que j'arrive pas à dire à des gens ou les fantasmes que j'ai qui sont pas vraiment les bienvenus autour d'une table en société. Enfin, c'est... Inner Shelter, ça veut dire refuge interne, et c'est vraiment ça, au-delà de l'EP, c'est ce qu'est pour moi la composition en tout cas. C'est, t'as le droit de tout dire. Il y a des sujets très personnels et intimes et tristes, les addictions, la santé mentale, je sais pas, tout ce que ça englobe de complexe. Et il y a des choses beaucoup plus joyeuses comme tomber en amour, waouh, qu'est-ce que c'est, danser toute la nuit et trouver ça génial. Mais c'est beaucoup d'absolu, il n'y a pas du tout de nuance. C'est vraiment un endroit d'absolu. Je cherche pas du tout à me tempérer là-dedans. Ouais, il n'y a pas de cadre imposé, il n'y a pas de... Non, c'est non. vraiment, entre guillemets, ton jardin secret, mais qui explose un petit peu dans le sens où tu le partages. Ce qui est très paradoxal, ouais. Mais c'est l'endroit où je peux pouvoir être le plus honnête. Ce qui est très étrange, mais c'est un... Bah oui et non, parce que je pense que tu as aussi ce truc où du coup tu le partages mais sous ton nom de scène. Du coup, est-ce que le nom de scène te distance un petit peu ? Est-ce que tu as l'impression que ce nom de scène te distance un petit peu du contenu qu'il partage, tu vois ? Non. Non ? Non, en fait, au début j'avais cette idée-là de me créer un personnage de toute pièce. Et en fait, en parlant avec des personnes pro ou pas, on trouvait ça un peu compliqué et dangereux parce que c'est ton art et c'est ce que tu es. Et si tu te mets à fictionner quelque chose autour, pourquoi tu fais ça ? Enfin, je sais pas. J'accepte que dans l'art, il y a une forme d'honnêteté que je pourrais pas avoir ailleurs. Et je vais me mettre complètement nue alors que je le ferai pas ailleurs. Mais je pense que c'est un peu le jeu, tu vois. Mais non, ça me distance pas tellement, c'est juste... mon métier, c'est de me mettre nue. Et tu as eu du coup l'occasion en plus
pour partager peut-être encore un peu plus cet art, d'être soutenu par la Cave aux Poètes, du coup, en 2022-2023. Comment ça s'est passé un petit peu cet accompagnement et qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être accompagné et soutenu par la Cave aux Poètes ? La Cave aux Poètes, c'est une salle souterraine roubaisienne. Donc Roubaix étant la ville où je suis née et où j'ai grandi et où j'ai fait mes premiers concerts, je suis forcément passée par la Cave aux Poètes, passée et repassée. Et en fait, à l'époque, on avait créé une asso pour faire jouer du hip-hop à Lille. On a rencontré la Cave aux Poètes qui nous a aidés à développer ça. Et après, c'est parti en autre chose qui, moi, m'allait pas forcément beaucoup, mais on gardait un lien. Et quand j'ai commencé à faire mes maquettes, je leur ai envoyé un message. Vous en pensez quoi ? Je sais pas, vous pouvez m'aider à faire un truc ? Ça a commencé comme ça, en fait. Ok, tu les connaissais, du coup, au fur et à mesure, tu les connaissais un peu plus personnellement et tu pouvais... Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai fait mes premiers concerts là-bas. Je pense qu'eux me connaissaient pas, mais moi, je les connaissais... Tu vois, il y a ce truc C'était des de... repères un petit peu peut-être aussi dans ce milieu que tu commençais tout juste à appréhender peut-être. Ouais, et puis tu vois, mine de rien, à Roubaix, quand tu veux sortir et que t'as pas forcément le droit ou l'envie de prendre le métro pour aller à Lille, t'as pas 500 000 lieux, tu vois. Donc on passait vraiment beaucoup de temps là-bas. Et ça s'est fait comme ça, ouais. Naïvement presque, je leur ai dit, je fais du son, est-ce que vous voulez écouter et tout. Et Nicolas Lefebvre, qui est à la direction, m'a clairement aidé à me professionnaliser. Et du coup, est-ce que ça t'a ouvert plus de portes, par exemple, pour des concerts ? Est-ce que ça t'a aidé dans l'enregistrement peut-être de ton EP, l'enregistrement vraiment technique, ou est-ce que ça t'a accompagné plutôt dans un rayonnement culturel et plutôt dans la com ? Tu sais, à quel... mis à part les conseils qui ont pu être délivrés, est-ce qu'il y avait un autre aspect qui était un petit peu englobé par ce soutien ? En fait, l'accompagnement dont j'ai bénéficié, qui s'appelle Hello Music d'ailleurs, c'est un peu un accompagnement à 360. Tu débarques là-dedans, tu sais pas du tout ce que c'est un cachet, un droit voisin, enfin tu vois. Du coup, c'est vraiment un accompagnement à 360. Parce qu'il t'explique tous ces mots mystères de l'administratif, mais il t'aide aussi à te crédibiliser en te proposant de travailler en résidence, à monter sur scène et aussi à avoir un rayonnement régional, parce que c'est des gens qui sont implantés depuis un moment dans la métropole lilloise et que ils connaissent un peu tous les filons. Ouais, les noms circulent. Et Hello Music, ça regroupe l'aéronef, la cave, le grand mix et Dynamo. Donc c'est un espèce de... un grand cercle. De grand circuit, ouais. Donc en plus de te crédibiliser, ça te fait rencontrer des gens et ça te permet de jouer en première partie d'artiste. C'est vraiment hyper important en fait de faire ça parce que c'est très dur au début. Et alors, si en plus tu dois t'endetter pour t'acheter une carte son, un synthé, tu le fais pas. Et du coup, justement, tu parlais d'apprendre, entre guillemets, à monter sur scène. Et quand est-ce que tu as eu l'opportunité de faire ton premier vrai concert, tu sais, en tant que bluecatrice ? Comment ça s'est passé ? C'était au festival Crossroads, qui se passe à la Condition publique. Et moi, j'étais morte de peur, vraiment. Tu m'étonnes, premier concert. Ouais, je voulais pas du tout y aller, en fait. Là, ça va un peu mieux. Ça fait 2 ans qu'on monte sur scène avec Elio et Simon qui m'accompagnent sur scène. Ça va un peu mieux, mais c'est très particulier comme positionnement, tu vois. Mais clairement, mes jambes tremblaient et ma voix aussi. Je crois que j'ai fermé les yeux pendant 40 minutes, quoi. Ah ouais, ouais. Et du coup, comment tu es passé de ton petit studio aménagé par tes soins pendant le confinement à cette première scène de concert ? Comment ça s'est passé ? C'est toi qui as fait la démarche ou on t'a contacté ? Enfin, tu sais comment... Non, on m'a contacté par le biais de la Cave aux Poètes, je crois. Ok. En fait, on a travaillé live en résidence parce que ces maquettes-là, elles sont nées de mon ordi, mais après, il faut les passer de l'autre côté, sur la scène. Et on a travaillé un spectacle, un live. Et quand c'était prêt, il y a eu le Crossroad 1 mois après, donc j'y ai joué. Ok, donc direct à enchaîner. Ouais.
Et du coup, ok, t'avais peur, t'avais les jambes qui tremblaient, mais à la fin, comment tu t'es sentie une fois que t'as pu vraiment partager Bah, ça revient à ce truc que je te disais au début, de physiquement, c'est tellement fort. Enfin, je sais pas si c'est trop bizarre. T'es devant, peu importe 52 000 personnes, on s'en fiche, en train de parler de tes songes les plus profonds avec une lumière qui t'aveugle. Enfin, c'est très étrange comme position, tu vois. Il y a le syndrome de l'imposteur qui vient, Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête et il y a une énorme décharge de sérotonine et de vie et de waouh, putain, je suis là, tu vois. Et pour moi qui me lasse énormément et qui m'ennuie très facilement, c'était le bonheur, tu vois. J'avais qu'une envie, c'était que ça recommence le lendemain. Parce que c'était juste trop agréable en fait, toutes ces sensations en même temps, tu vois, cette complexité qui angoisse versus peur versus je suis trop heureuse. Ouais, toutes ces émotions qui se mélangent. Et ouais, c'est trop intéressant d'être dans cet état-là en fait, en tant que personne. Et en plus, toi, du coup, enfin, je sais pas justement, est-ce que c'est un stress, est-ce que ça te rassure? Tu as avec toi des gens qui t'accompagnent du coup sur scène parce que tu composes tout et tu écris tout seul, mais sur scène vous êtes plusieurs. Est-ce que pour toi c'est plutôt un soulagement, c'est un stress supplémentaire? C'est comment ça se passe un petit peu, tu sais, ce fait de ne plus être seul au moment de se produire en public? Bah, au début, c'est très compliqué parce que c'est un peu comme si tu réunissais deux personnes. Enfin, voilà, t'invites deux personnes à venir dans ta chambre, tu les connais pas très bien et en fait, tu commences à leur lire ton journal intime. Donc, déjà, t'as ce truc de putain, je parle que de moi, tout tourne autour de ça, c'est trop bizarre. Après, tu prends un peu de distance. Et je suis trop contente d'avoir Elio et Simon parce que j'aime la musique qui est jouée aussi et je me voyais pas être juste avec mon ordi. Enfin, puis ça témoigne aussi de ce passage entre le KGB et le studio où je suis seule dans mes pensées et il y a que mon avis qui compte, à je le présente à un public. Donc forcément, je dois être accompagnée en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais t'as une séparation un petit peu entre vraiment toi, ce que t'as imaginé et la réalisation concrète de ce que t'as imaginé seul dans ton... Ouais, et puis le fait de le partager sur scène avec deux personnes, c'est déjà transitionnel vers le fait de le partager avec un public, tu vois. Parce qu'en résidence, tu parles beaucoup du sens des morceaux, de ce qu'on essaye de dire, de comment on va jouer ça. Enfin, tu rentres vraiment dans le vif du sujet, en fait. Et je crois que c'était important comme étape que de faire ça entre ma solitude et la scène où il y a plus de deux paires d'oreilles qui t'écoutent, quoi. C'est des gens que tu connaissais avant ou tu as lancé un appel, entre guillemets, à musiciens et ils y ont répondu? On se connaissait un petit peu, mais sans se connaître. On se connaissait comme tu connais des gens que tu vois parfois, mais on se connaissait pas... De manière plus intime, ouais, c'est ça. Amicale, vraiment... Ouais, on s'est rencontrés là-dedans, en fait. Ok. En vrai. Ok. Et du coup, on l'a un peu introduit, on en a parlé un petit peu juste avant. Tu as sorti cette année un EP qui s'appelle Inner Shelter. Peux-tu nous parler un petit peu de la genèse de ce projet? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Est-ce que tu avais un processus particulier pour écrire ces chansons ou est-ce qu'il y en a certaines qui sont nées de tes journées 8h? Comment ça s'est passé un petit peu la création de ce projet? De manière très anarchique, pour être honnête, parce que je crois que ça a pris 3 ans. Ok. He Swaying Steps, la 4e chanson, c'est la première chanson que j'ai jamais écrite, en fait. Ok. Donc c'était le début, et c'est pour ça qu'elle est là, en fait. Cette chanson, je l'aime pas énormément. J'en suis pas très fière, mais il fallait juste qu'elle soit là, parce que c'est la première que j'ai jamais écrite. Elle représente beaucoup... C'est ça, elle est symbolique, si tu veux. Donc, en 2022, et la dernière, c'est Natural High, la première, qui ouvre l'EP, que j'ai composé fin 2023. Ça n'a pas pris 3 ans, du coup, ça a pris 1 an et demi. Mais on aurait dit que c'était 3 ans. Ça sonnait tout comme... Et du coup, comment les textes, comment les thématiques te sont venues? Est-ce que du coup, c'est vraiment des choses qui se sont passées dans ta vie, qui t'ont inspiré
qui t'ont inspiré ces chansons? Est-ce que tu sais comment les mots se sont liés les uns aux autres sur des notes de musique? Raconte-nous un petit peu. Bah, je sais pas, pour moi, c'est très mystérieux, ça encore, tu vois. Enfin, Ça s'est fait naturellement? Bah, Enfin, pas dans la douleur, mais dans l'effort et dans la discipline et tout. Mais, ouais, enfin, je sais pas. En fait, il y a les chansons qui sont dans l'EP, je les ai comprises quand j'ai dû expliquer. Mais sinon, je sais pas du tout de quoi je parlais, en fait. Tu sais, tu dois faire parfois des notes d'intention, soit pour de la presse ou bien même juste pour les publier, en fait, sur Spotify et faire un pitch. Et là, je me suis questionnée, en fait, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, machin. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que celle-là, elle parlait d'une soif de liberté, et que celle-là, elle parlait de santé mentale et d'hypersensibilité, tu vois. Mais avant ça, c'est très instinctif. C'est très bizarre parce que c'est très instinctif et en même temps, ça demande un souci du détail qui est... Ouais, je sais pas, c'est très mystérieux. Je sais pas trop répondre à ta question. C'est un processus de création mystérieux. Ouais, c'est très mystérieux. Moi-même, je trouve ça très beau de pas le comprendre et je trouve ça très beau que ça marche pas 15 fois, 30 fois pour que ça marche une fois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est physique. Physiquement, je sens quand ça fonctionne. Ouais. Mais pourquoi et quel mot à quel moment Après, c'est bien aussi d'avoir ces parts de mystère et de... Mais c'est bien mystérieux de pas avoir pour moi toujours aussi, les mots. tu vois. Ouais, je peux pas c'est un mystère pour moi aussi. En plus, c'est rigolo parce que je trouve que de base, quand on écoute ton EP, on le sent un peu, t'as toute une atmosphère un peu mystérieuse, un peu limite mystique, tu sais, qui plane autour de tes titres. Et du coup, c'est rigolo qu'ils se retrouvent même dans le processus de création. C'est peut-être ça aussi qui donne cette atmosphère. Peut-être, il faut pas que je sois sûre de moi, sinon je vais perdre quelque chose. Par rapport au titre, c'est toujours des choses qui m'arrivent, pas forcément de manière factuelle, mais dans le sens où je peux parler d'un rêve ou d'un fantasme ou quelque chose que je détesterais qui m'arrive. Mais c'est toujours une sonde intérieure, quoi. Je sais pas faire de la musique, d'écrire des textes fictionnés. T'as besoin de l'avoir vécu ou d'avoir ressenti un petit peu ce que tu veux véhiculer, ce que tu veux transmettre. Ouais. Du coup, est-ce que quand tu as fait tes petits pitchs de chansons et sur notamment Spotify ou autre, est-ce que du coup tu t'es rendu compte que tu avais des thématiques un peu communes à tous tes morceaux, ou est-ce que chaque morceau t'a vraiment exploité une partie différente, une émotion différente? Non, chaque morceau est commun parce que ça vient de mon cœur, mais chaque morceau parle de thèmes très très différents. Ok. Ouais. Et est-ce que du coup, parmi ces morceaux, il y en a un que tu aimerais, qui te tient particulièrement à cœur et dont tu aimerais nous parler un petit peu plus, nous dévoiler un peu plus les tenants de ce morceau? Je crois que non, c'est pas mon préféré. Je sais pas. Shade Up My Blue, quand je l'ai écrit et composé, j'ai cru que j'étais en train de parler d'un homme que j'avais cru aimer un été au bord de la plage, alors que pas du tout, en fait. C'était une déclaration d'amour à la sensibilité humaine. Okay. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai compris après. C'est drôle parce que des fois tu crois que tu t'entiches de quelqu'un et tu lui dédies une chanson et en fait tu te rends compte que pas du tout, on ne parle pas du tout de ça. Et j'ai compris après que c'était une ode au fait de vibrer beaucoup, trop souvent. À tout ce qui est lié de près ou de loin à la sensibilité un peu exacerbée de l'être humain parfois. Voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Tu vois, ça reste des mystères pour moi. Je sais pas comment en parler de ces trucs. C'est rigolo que tu aies cette interprétation qui vient a posteriori à chaque fois de tes compositions. Mais c'est bien aussi de laisser une part de mystère à tout ça. Du coup, je propose peut-être, on devait écouter, parce que du coup on l'a déjà écoutée celle-ci, si tu nous conseillais une autre chanson pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore, qu'est-ce que tu aurais envie de faire découvrir? On peut écouter Natural High.
Ok, et bah let's go pour Natural High. Never seen anyone the way I've drilled him. Those colors behind his skin made a painter's bliss. Whoa, what a nice way to be. His mouth blend many signs into my fertile head. His finger claws and dreams and open doors in me. Oh, what a nice way to be. Could have known feathers would start growing upon my shoulders. Who could trust me when I say I'm on a natural high? I never look sober. My heart, my fuel, fast and sticky and high. Du coup, est-ce que tu as des influences musicales ou peut-être visuelles qui sont vraiment relatives à ton univers et qui t'inspirent vraiment directement ou indirectement pour créer à la fois ton univers Blue Catrice, mais aussi peut-être certains de tes morceaux? Peut-être des artistes que tu aimes écouter quand tu vas rentrer en phase de composition ou des choses que tu aimes faire, tu sais, pour te lancer un petit peu dans ton mécanisme. Bah, j'ai vraiment pas de routine. Comme je te disais, c'est Ça juste... vient comme un flash et... C'est juste y aller jusqu'à ce que ça marche, quoi. Du coup, il n'y a pas de... Il y a des artistes, mais c'est pas vraiment des références, c'est des obsessions. Enfin, je me rends compte que j'écoute vraiment pas assez de musique parce que je suis obsédée par 4 artistes. Ok. Mais qui sont pas vraiment des références parce que N'inspire ça pas. n'a pas vraiment de lien avec la musique que je fais, je crois. Mais ça m'a beaucoup touchée et ça me touche encore beaucoup. Je suis très obsédée par Radiohead. Mais beaucoup trop, vraiment, il faudrait que je fasse une cure pour découvrir d'autres choses. Récemment, j'ai été très obsessionnelle aussi avec une personne qui s'appelle Saya Gray. Je ne connais pas du tout. Elle est pas très connue. Je détestais ce qu'elle faisait. Ok. Je me disais, c'est quoi ce truc? Je comprends On rien. est passé d'une haine à une obsession. Pas de nuance. Non, mais c'était très bizarre d'entrer dans son univers. En général, c'est ça, j'aime pas trop, je comprends pas. Et comme ça me pique la curiosité, j'y vais jusqu'à adorer. Voilà, je pense qu'on peut tout adorer de toute manière, si on s'y met. J'ai longtemps aimé Björk aussi. Même s'il y a des choses qu'elle fait que je ne comprends absolument pas et que je n'aime même pas. Mais juste cette... Cette proposition peut-être musicale qui est un peu un ovni parfois. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est quoi ce son? C'est organique? Je sais pas. Part de mystère aussi. C'est ça. Mais j'aime moins ce qu'elle fait. J'ai beaucoup écouté Debut et Post. Ses 2 premiers albums, si je me trompe pas. Voilà. En gros, j'adore James Blake, j'adore Sevdaliza, j'adore The Clash. Mais pour toi, ça n'a pas d'influence directe sur ce que toi, tu proposes musicalement? Non, c'est des choses qui te plaisent toi personnellement? Bah, il y a quand même quelque chose dans l'écriture de Björk et de Tom York qui est très métaphorique et très impudique, je crois, qui me plaît beaucoup, qui m'a inspiré énormément. Mais pas en termes de composition. Par exemple, j'ai aucun morceau pour l'instant avec des guitares. Tu vois, alors que bon, Radiohead, c'est guitare, quoi.
Mais ouais, c'est ce truc-là que j'aime. Même James Blake, Seth Dalisa, tout ça, c'est des gens qui se concentrent beaucoup sur l'émotionnel humain. Pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi je ressens ça. Et voilà. Et du coup, tu as... Petite transition, tu as eu l'occasion de te produire au festival du Main Square cet été. Et ça a dû être une expérience assez incroyable du coup de se produire dans un festival qui est quand même très reconnu en France et qui accueille quand même beaucoup de festivaliers. Comment tu as eu déjà cette occasion de te produire sur scène et qu'est-ce que ça t'a fait de te dire ok là on se produit dans un festival d'une telle ampleur et on y va quoi. C'est clairement la plus grosse scène qu'on ait fait depuis du coup les 2 ans où on monte sur scène. Et j'ai prié pour qu'il y ait des gens parce que personne te connaît donc personne vient te voir à part les âmes curieuses. Mais bon, il y avait... je sais pas ce qu'il y avait en même temps. Heureusement on n'a pas joué en même temps que Zao de Sagazan. J'ai pu voir Zao de Sagazan en concert pour la première fois. Mais en fait c'était blindé et je me suis sentie bien en fait, c'était cool. Atmosphère un peu de partage et de bienveillance sûrement. Ouais, je sais pas, c'était un peu onirique parce que en plus le matin je me suis levée et tu sais Facebook il aime bien te rappeler tes souvenirs d'il y a... Et il m'a dit il y a 10 ans vous étiez au Main Square Festival avec une photo de moi et mes potes devant Disclosure. Et je me suis dit waouh. Il y a 10 ans, j'y étais, et là, je passe de l'autre côté de la barrière, quoi. Mais c'est sur la scène, tu sais, le Bastion, qui fait découvrir les artistes émergents de la région. Du coup, ma plus grande crainte, c'était de tomber en même temps que une grosse tête d'affiche et qu'il n'y ait personne. Et en fait, il y avait du monde. On n'était pas loin d'un bar et d'une frite. C'est peut-être pour ça. Mais non, c'était super. En fait, c'était super parce que c'est des étapes comme ça. En fait, quand tu te rends compte que tu peux le faire, tu sais pas que tu peux le faire. Sans te... C'est un petit truc qui se débloque en toi en se disant c'est super, j'en suis capable. Oui, je veux pas fondre dans le sol de gêne, de malaise. C'est gratifiant, tu vois, de faire des scènes comme ça. Et du coup, petite question sur ton univers toujours. Quel lien entretiens-tu avec la couleur bleue ? Parce que du coup, c'est une couleur que l'on retrouve, qui est prédominante, que l'on retrouve un petit peu partout dans ton univers, que ce soit un peu sur les pochettes de tes singles et EP, le nom de tes chansons, le nom de scène. Quel lien entretiens-tu avec cette couleur et peut-être qu'est-ce qu'elle t'évoque, qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? On va rentrer dans une dimension un peu mystique. On est partout. Le bleu, pour moi, c'est la couleur de l'infini. Donc, d'une certaine forme de liberté, d'aventure, tu vois. Le ciel, il finit où ? On sait pas. La mer, elle finit où ? Bon, même si la mer n'est pas vraiment bleue. La mer est bleue dans les dessins des enfants. Où est-ce qu'elle finit ? On sait pas. C'est très mystérieux, encore une fois, tu vois. Ça me réconforte l'infiniment grand. C'est quelque chose que j'affectionne. Et le bleu, c'est aussi la manière de définir le blues, toute la mélancolie qui m'habite énormément, et que j'assume et qui me permet de faire des chansons et d'entrer en contact avec certaines personnes. Bon, bref. Et le troisième point de ce triangle de bleu, c'est que je suis tombée vraiment amoureuse d'un artiste quand j'étais plus jeune qui s'appelle King Krul et qui s'adressait toujours à Baby Blue. Ok. Et en fait, j'ai jamais su s'il s'adressait à Baby Blue son amour à lui ou si c'était Baby Blue le fait de romantiser son blues. Je savais pas. Mais moi, amoureuse de cet artiste, je me disais qu'il s'adressait à moi et qu'il me confiait ses secrets à moi. Et j'avais envie d'être Baby Blue parce que c'était des chansons incroyablement belles. Et donc, je sais pas, il y a eu cette espèce de bleu partout qui était évidemment ma couleur préférée et qui raconte beaucoup de choses. Je sais pas si je continue à dire d'autres trucs par rapport au bleu. J'ai une bonne amie qui m'a offert un livre que j'aurais aimé lire pour t'en parler, mais que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Bluets.
et qui est un recueil d'une autrice qui est fascinée par la couleur bleue et qui reprend tous les poèmes, tous les films, toutes les illustrations qui ont tourné autour du bleu. Donc je le lirai et je pourrais peut-être t'en parler. Ça marche, je note. Il y a aussi, je fais écho à un autre épisode qu'on avait tourné avec Maxime Martin qui nous avait parlé aussi de sa fascination un peu pour les couleurs. Et je ne sais pas si tu connais ce livre, mais il y a un livre qui s'appelle Bleu. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Michel Pastoureau qui l'a écrit. Il a écrit un livre par couleur. Et apparemment, quand tu es fasciné par une couleur, c'est vraiment le livre à lire parce que ça t'apprend plein de choses et tu peux encore plus développer ton affection pour cette couleur. Ben, je veux bien la référence. Je te la donnerai. Okay. Je te la donnerai après. Du coup, merci à Maxime parce que sans lui, je ne connaîtrais pas cette référence. Merci Maxime. Et est-ce que du coup, tu travailles actuellement sur des projets musicaux futurs ? Ouais. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ces projets ? Alors, je sais pas très bien teaser, mais je peux essayer. Essaye. Je vais sortir déjà de mon état d'ermite qui ne prend pas de douche avant 19h et qui travaille toute seule et qui se torture l'esprit seule. Ça, c'est fini. Enfin, ça restera 50% de mon activité. Mais j'ai décidé, en rencontrant beaucoup de musiciens et de musiciennes cette dernière année-là, ce qui n'était pas le cas avant, je connaissais pas de gens qui faisaient de la musique, d'ouvrir la porte, transformer le son. J'ai envie que le son soit plus organique, tu vois, qu'il y ait un vrai piano, des guitares peut-être, de la batterie, enfin que ça prenne vraiment cette dimension un peu plus organique, un peu moins ordinateur, un peu plus humain, tu vois. Demain on va jouer, en fait les nouveaux morceaux ne sont écoutables que pendant nos lives. Et demain, on va en jouer 3. Je sais pas, je dois avoir peut-être 15 nouveaux morceaux. Ah oui ? Ouais. Ok. Et il faut que je trouve un moyen de les réunir dans un objet, un EP, je sais pas trop quoi encore. Pour l'instant, on les laisse s'échapper en live, on voit comment ils vivent un peu leur vie. Et je sais pas, j'ai des amis qui m'ont dit que c'était moins sombre, plus honnête. Ok. Donc ça me plaît. Eh bien, écoute, ça nous donne qu'une envie, c'est de venir les découvrir en live. Tu nous parleras peut-être des prochaines dates qui arrivent juste après. Et du coup, maintenant que tu nous as parlé un petit peu de ton univers, tu nous as donné les clés pour mieux appréhender tout ton espace musical, j'aimerais qu'on se recentre un petit peu sur toi, mais vraiment toi, pour découvrir peut-être tes goûts artistiques plus personnels. André Malraux parlait d'un concept que j'aime beaucoup, celui de musée imaginaire. C'est un concept qui considère que nous avons chacun un peu notre propre musée intérieur en fonction des œuvres que l'on croise sur notre route, des œuvres qui nous ont peut-être touchés, émus, et que du coup chacun crée son propre musée imaginaire. Et j'aime beaucoup ce concept. Et du coup, je me demandais, est-ce que toi, tu serais d'accord pour m'emmener un peu découvrir ton propre musée imaginaire ? Tout d'abord, je pense qu'on peut rester dans le domaine musical, du coup. Quelle musique et genre de musique tu aimes écouter au quotidien ? Mis à part Radiohead. Mince. Bah rien d'autre, du coup. Ça reste Non, ouais, j'aime beaucoup le rock. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Que j'écoutais beaucoup de rock des années 60, 70. Mais je pensais pas que c'était ça le rock. Je pensais que le rock ça allait forcément fort. En fait non. Donc j'aime bien écouter du rock. J'ai bien aimé le dernier album de Bonnie Banane. J'adore Saya Gray. J'écoute tout le temps Saya Gray en ce moment. Et l'album de Radiohead que j'aimerais mettre dans mon musée imaginaire. Ou peut-être que je peux t'en parler dans l'album de ma vie plus tard. Je sais pas. Eh bien, écoute, je peux te poser la question tout de suite si tu veux. Si tu avais un album phare vraiment à me conseiller et qui pourrait être que tu pourrais écouter sans t'en lasser, quel serait-il ? Je peux en dire 2 ? Tu peux en dire 2. Ok. Je dirais... j'hésite. Je dirais A Moon Shaped Pool de Radiohead. Et... Très bel album. Incroyable album, mais si triste. C'est pour ça que j'ai un peu hésité. Mais très beau. Très très beau.
Et l'album Insula d'un artiste qui s'appelle Maro. Ça, je ne connais pas du tout pour le coup. Et ben, elle était choriste pour Jacob Collier, je crois, avant. Ok. Et elle a fait cet album-là qui est que de la guitare-voix, qui est juste sublime et très onirique. Enfin, c'est magnifique. Et j'ai envie d'apprendre à faire de la guitare pour copier ce qu'elle a fait. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, on note dans nos petits carnets ces 2 références. Et si tu m'emmenais voir un concert, si on décidait de partir à 2 voir un concert, quel artiste tu aurais envie de me faire découvrir en live et pourquoi ? Je crois que je t'emmènerai à la tournée de Massive Attack quand ils ont rejoué Mezzanine. Ok. En 2019, je crois. Parce que quelle manière de découvrir un groupe si immense qu'en live. Ce serait plutôt pour du coup l'atmosphère, l'émotion, la performance scénique. Ce serait quel aspect qui te... Non, il n'y a aucune performance scénique qui font partie de ces gens et je trouve ça très bien qu'ils font la musique et qu'ils font pas autre chose. Mais c'est juste massif. Enfin, c'est... Cet album pour moi, et j'aurais dû te le dire plus tôt, c'est un des albums en fait que j'emmènerai sur l'année. Rajouter dans la liste. Ouais. Je t'emmènerai voir ça. Et si on parle littérature, si on va dans une librairie ensemble, vers quel rayon tu te diriges tout naturellement ? Quel style, quels auteurs ou autrices te parlent particulièrement ? On irait dans la science-fiction. Okay. Bien sûr que d'abord, je te donnerai 1984 parce que c'est un classique. Mais on irait vraiment dans des dystopies, des trucs horribles. Et pourquoi des trucs horribles, du coup ? Parce que la dystopie, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas très joyeux en général, les thèmes qui sont abordés là-dedans. Mais je pense que je te ferai lire Margaret Atwood, qui est une autrice juste incroyable aussi dans ce genre. Je sais pas, je trouve que c'est très intéressant de venir fictionner des choses qui peuvent parler au réel en fait totalement et qui du coup passent beaucoup mieux et qui peuvent intéresser et éveiller tout en étant dans quelque chose de moins anxiogène que les news, tu vois. Enfin, il y a une manière, je trouve, dans la science-fiction et la dystopie, tout ça, et l'anticipation qui t'éduque finalement à réfléchir et qui réveille un peu ton esprit critique. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. Donc on irait là. Après, on irait prendre des BD aussi parce que je me suis découvert une passion pour les BD. Quel type de BD ? Je sais pas encore parce que c'est une nouvelle passion. D'accord. Donc toutes les BD pour l'instant. T'as un style graphique peut-être que tu affectionnes particulièrement ? Oui, mais je sais pas comment ça s'appelle. J'ouvre une BD et si j'aime pas les dessins, je la prends pas. Plutôt coloré, plutôt noir et blanc ? Peu importe. Peu importe ? Ouais. Mais du coup, j'ai lu... au niveau vraiment du trait et des arrondis, du style et que ça c'est ça. Mais du coup, j'ai lu des BD absolument inintéressantes, mais avec des beaux dessins. Ok. Et du coup, je vais le faire en 2 fois. Si tu avais un livre, du coup vraiment un seul livre où tu me dis là c'est hors de question que tu sors de la librairie sans ce livre, quel serait-il ? King Kong Théorie de Despentes. Ok. Je crois. Mais je l'ai lu il y a 4 ans, alors je sais pas si Despentes elle me parlerait encore maintenant parce que j'apprends petit à petit à être nuancée et avoir le courage d'être nuancée. Mais bon, disons celui-là parce qu'il m'avait beaucoup touchée à l'époque. Ok. Ouais. Et du coup, une bande dessinée, si c'est ta nouvelle... L'Arabe du futur. Ok. De Riyad Satouf, que j'ai découvert dans mon obsession bande dessinée, qui raconte la jeunesse d'un fils d'une mère française et d'un père syrien dans le Moyen-Orient avant l'islamisation radicale de certains pays. Ok. Eh bien, écoute, je note les 2 références. C'est hyper intense. Mais j'adore Le Petit Prince aussi, c'est vrai. Le Petit Prince, pour le coup, c'est une de mes œuvres de chevet et que je pourrais relire inlassablement, je pense. Je pense que si t'avais pas lu Le Petit Prince, bien sûr que je le troquerais contre King Kong Theory, pour sûr. C'est plus important de lire Le Petit Prince. Le Petit Prince, il fait déjà partie de ma petite bibliothèque des essentiels littéraires. Il y a une poésie dans ce livre et
Je trouve que tu peux le lire à n'importe quel âge, et à n'importe quel âge, je pense que tu vois de nouvelles choses, que tu te dis ah ouais, enfin, c'est un livre incroyable. C'est incroyable, c'est ça. Et du coup, si on passe plutôt en mode ciné, qu'on se fait une soirée ciné, moi je m'occupe du popcorn, toi tu t'occupes de la programmation, qu'est-ce qu'on regarde ? Du Tarantino ou du Scorsese pour faire efficace. Ok, on s'installe pour longtemps quoi. Genre, Ouais. Ok, j'ai intérêt à prendre une sacrée dose de popcorn du coup. Et qu'est-ce qu'on regarde si tu devais en choisir un de chaque ? Et pourquoi ? C'est trop dur en vrai. J'aime bien mettre des petits challenges comme ça. J'ai l'impression de trahir les autres. Ah ouais, carrément on en est à la trahison. Non, en vrai, je les aime tous autant. Enfin là, je suis sur Tarantino, je les aime tous autant. T'as pas une petite préférence Pulp Fiction, je l'ai vu au ciné à Lille, ils le repassaient. Tu choisis, tout me va. C'est toi qui choisis. Ok. Écoute, on réfléchira à ça parce que j'avoue que c'est pas une question facile. Ouais, tu vois. Mais en fait, le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est je reviens, mais Tarantino, t'as tellement de thématiques différentes, tellement de. Enfin, chaque film te projette dans un univers totalement différent et t'as un peu ce truc. Enfin, t'as à la fois Kill Bill où t'as cette femme qui est là, incroyable, et t'as juste envie d'être comme elle, en mode d'être aussi puissante qu'elle. T'as Pulp Fiction avec cette scène mythique où t'as qu'une envie, c'est de boire un milkshake et de danser comme ça sur scène. Enfin, t'as Les 8 salopards aussi, The Hateful Eight, où genre ce huis clos incroyable, enfin, où t'as tellement de choses qui se passent. Je pense que au pire on pourra se les refaire tous. Et on peut faire un marathon si tu veux. Ouais. Il y a l'hiver qui arrive, il y aura rien d'autre à faire. Sous les soirées de pluie, on fera ça, on regardera Tarantino. Et est-ce que tu as un film un peu de thérapie ? Tu sais, un film où tu te dis que tu vas le regarder et qui va te procurer, tu sais que ça va te procurer telle émotion, tu sais que, enfin, tu sais, quelque chose peut-être réconfortant, peut-être optimiste, peut-être, je sais pas, un film que tu peux regarder un peu inlassablement parce que. Alors, c'est optimiste, mais c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Qui est juste un film terrible et qui me vide de toute mon eau à chaque fois. Mais je le trouve très positif, ce film, et très beau. Et pas très triste, finalement. Que, je sais pas, les choses arrivent pour une raison et les souvenirs sont la chose la plus précieuse qu'on a. Il me touche énormément et ça me remet un peu les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, à chaque fois. Je comprends tellement, on a le même film. Mais waouh. On a le même film. Moi, c'est vraiment quand j'ai des périodes un peu parfois d'incertitude ou de doute, je sais pas, il a cette capacité de me réancrer un peu, tu sais, et me dire ah oui, ok, mais en fait, même quand on a l'impression d'être malheureux, même quand on a l'impression qu'il y a des choses tristes et tout, faut pas les oublier. C'est ça. Parce que ça nous fait avancer et c'est aussi ce qui fait que nous sommes nous. Et enfin, tu sais, les événements qui ont, sur le coup, on a l'impression que ça nous accable. Et bien en fait, ça te fait un peu prendre du recul en te disant tous les souvenirs sont importants. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'effacer ce qui a peut-être contribué à nous faire penser différemment, à nous construire. Je trouve que tu as toute une réflexion vraiment sur... Et que tu sais... Enfin, comment dire ? C'est ce que tu dis, c'est que parfois ce que tu penses être accablant, c'est en fait une super belle partie de l'histoire que tu es en train de vivre, tu vois. Ouais. Je sais pas, il y a toute ces trucs où cette séquence où il y a des flashbacks et en fait c'était beau parce que c'était tout ça en même temps. Parce que c'était et la passion et la tendresse et la guerre, tu vois. Enfin, c'est ça qui était beau, c'était pas juste le beau. Ouais, carrément. C'était toute l'histoire autour. Et en fait, je sais pas, ça remet un peu les choses à leur place. C'est aussi, je pense, prendre de la hauteur parfois et voir une vue un peu plus d'ensemble et voir un petit peu tous les maillons qui construisent un souvenir, une sensation. Une relation, une période, carrément. On est alignés sur on peut regarder ça si tu veux quand tu ramènes du popcorn. Bah oui, on peut carrément se refaire ce film. Puis en plus avec ce casting de folie incroyable. Et du coup, ma toute dernière question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que la tienne ? Dans la musique ?
Dans la musique, ouais. Imagine quelqu'un dans son KGB aménagé Vas-y. qui ne croit plus en rien et qui ne croit plus en ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Ça dépend. Si tu crois plus en rien et que tu peux pas remplir ton frigo et payer ton électricité, pose-toi des questions en vrai. Parce que, non mais tu vois, c'est important de vivre. Déjà, si tu crois que tu produis rien de bien, tu produis quelque chose. Et en fait, c'est déjà énorme. Et si tu produis rien de bien, c'est peut-être que ton regard est très dur sur ce que tu fais. Et c'est bien, mais pas trop. Et il faut ouvrir, je crois, demander des conseils, pas à ta mère, pas à ton père, mais ouvrir et aller chercher autre chose, parce qu'il y a 1001 manières de saboter un rêve dans l'œuf parce qu'il est trop beau ou parce qu'il est trop grand pour nous ou pas viable financièrement. Donc c'est pas toi qui sauras répondre à cette question, je crois. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois que c'est important d'aller... d'essayer encore et encore. Et si tu produis rien de bien depuis 10 ans et que tout le monde te le dit, bon, voilà. Mais si tu produis rien de bien tout seul parce que tu es ton propre juge et que tu es trop dur, ouvre les portes. Sortir un peu de sa bulle et... Ouais, mais je suis pas tellement d'accord avec ce que je dis parce que la bulle, c'est aussi très... En tout cas... Il faut le faire. Enfin, c'est possible. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, peut-être, quand tu avais des moments de doute dans ton petit studio aménagé, qu'est-ce qui te faisait te remotiver et te redonner un peu espoir et envie aussi, peut-être, dans ce que tu faisais ? Qu'est-ce qui te reboostait ? Moi, personnellement, j'étais certaine que si c'était pas là-dedans que je passais 90% de mon temps, je serais malheureuse et je m'ennuierais parce que je pense être bonne à rien d'autre. Dans le sens presque intellectuel du terme, ou pratique du terme. Je m'ennuierais forcément ailleurs et je pense pas pouvoir faire autre chose sans souffrir, tu vois. Être dans un bureau et faire des choses répétitives, j'ai essayé et tout ça, et ça, c'est pas possible, j'y arrive pas, tu vois. Très rapidement, je suis profondément malheureuse, donc c'était un peu la carotte, tu vois, si tu veux pas retourner derrière un bar dans un bureau, ou, tu vois, t'es obligé de faire ça. Donc là, t'es triste, t'es déçu, t'as pas fait un hit, j'ai toujours pas fait de hit, mais t'y retournes, c'est tout en fait, t'as pas le choix. Parce que ailleurs, ce sera pas là où je dois être. C'est comme tout dans la vie en fait, c'est pas parce que ça te fait que t'as des moments compliqués parfois que ça doit s'arrêter, c'est juste normal. Faut pas le prendre comme un grand signe, tu vois, de l'univers qui te dit mais non, mais t'es pas du tout fait pour ça. Et vraiment, si tu as cette passion et cette patience, il faut y aller. Et puis c'est quelque chose d'assez instinctif, peut-être même viscéral. Enfin, tu sais que tu dois le faire, peut-être. Oui, c'est ça, je crois. Et puis, tu vois, si ça fonctionne pas, ça dépend ce que ça veut dire fonctionne, mais si tu n'en vis pas, en termes financiers, ça aurait été une super aventure introspective et intéressante et humaine. De le tester et de l'expérimenter. Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, la rencontre touche à sa fin. Est-ce que tu as des événements très prochainement, des dates que l'on pourrait noter dans nos petits carnets et agenda pour pouvoir te voir, te produire sur scène et découvrir du coup ces nouveaux titres Ouais. Oui, du coup, demain, le 4 octobre 2024, nous jouons en première partie de Isaac Delusion au 9 bis, Métaphone, à 20h. Soyez prêts. Soyez là. Et sinon, on jouera aussi en décembre, le 20 décembre, pour les 30 ans de la Cave aux Poètes. Trop chouette. Voilà. Donc, retour aux sources. Ouais, c'est ça. Il y aura un événement sur 2 jours, je n'en dis pas plus. Ça marche. On pourra sûrement suivre l'actualité peut-être sur tes réseaux. Tu nous informeras tout à fait. En temps voulu. En attendant de pouvoir retrouver Blue Catrice en concert, vous pouvez retrouver l'EP qui est sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous invite également à découvrir son nouveau merch qui a été lancé récemment avec des pièces qui sont incroyables que vous pouvez retrouver sur Vinted.
Et pour se quitter, est-ce que tu aurais une chanson du jour à nous conseiller, une chanson qui te tient à cœur tout particulièrement et pourquoi tu conseillerais aussi cette chanson? Je l'ai écouté tout à l'heure, PMS de Bonnie Banane, qui est une chanson sur le syndrome prémenstruel. Ok. Sauf que c'est une chanson où tu danses de manière très sensuelle. C'est super. Eh bien, écoute, on note C'est la très référence. drôle en fait, c'est très second degré. J'aime beaucoup. Ok. Eh bien, écoute, on note la référence et on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Blue, de nous avoir partagé ton parcours et ton expérience. Et quant à nous, on se dit à bientôt sur les ondes d'Escarbille. Merci beaucoup. Where my hormones at? Jesus. Whew. Listen. I'm a mess. I'm a mess. A whole fucking mess. I'm a mess. A hot mess. Yes, I'm a mess. Just being honest. I'm a mess, boy. Never been so close to the edge. No. He a mess, boy. Why am I so emotional? Where my hormones at? I'm a mess, boy. Never been so close to the edge. No. He a mess, boy. Why am I so emotional? Where my hormones at? My back hurts, hips splitting, skin burst, whole body aching. Ouch. Tous les épisodes d'Escarbille sont enregistrés en public. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur Instagram afin d'être au courant des prochaines rencontres et ainsi nous rejoindre, échanger avec les invités et vivre l'expérience Escarbille en direct. Merci à Julie et au Mambo Miam Miam de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Escarbille est une production OV Studio avec à la production et à la réalisation Alizé Tételin et à la technique Théo Le Sage.